Il existe des moments dans la vie où le monde bascule, pas avec fracas, mais dans un silence étrange, presque irréel. 3 histoires, 3 lieux, 3 descentes dans l'inattendu. Ce sont des récits vrais, ou du moins vécus comme tels. Des histoires de plages paisibles devenues menaçantes, de maisons vides pleines de présence, de nuits tranquilles transformées en cauchemars. Préparez-vous à plonger dans un triptyque d'expériences troublantes où l'ordinaire vacille et où la peur s'infiltre sans prévenir. Si vous aimez les récits immersifs, les frissons psychologiques et les histoires qui restent dans votre esprit bien après les dernières lignes, alors asseyez-vous, éteignez les lumières et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs récits. C'était il y a quelques mois, au printemps, une de ces périodes étranges de transition dans ma vie. Je venais tout juste d'être diplômé, aucune responsabilité concrète et un excès de temps libre qui me paraissait presque oppressant. J'avais terminé mes études un semestre plus tôt. À l'époque, cela semblait être une brillante idée, surtout quand j'étais enseveli sous les dossiers à rendre et les nuits blanches. Mais maintenant que j'avais tout ce temps devant moi, je ne savais tout simplement pas quoi en faire. Mon emploi à temps plein ne commençait qu'en juin. Et mes amis, tous encore englués dans leurs cours ou en pleine période d'examen, j'étais suspendu entre 2 phases de ma vie, à errer sans but, le genre de vide existentiel que l'on ne prévoit pas, et pour quelqu'un comme moi, qui a besoin de se sentir utile, de toujours faire quelque chose, cette sensation d'être à l'arrêt devenait presque insupportable. C'est sans doute pour ça que j'ai dit oui quand ma mère m'a demandé de passer voir la maison de plage de mon oncle Rick. Rien de compliqué, descendre à Rehoboth Beach, vérifier que rien ne fuyait, que tout était en bon état, faire un peu de maintenance légère pour éviter à Rick d'avoir à payer un professionnel. Je précise au passage que je suis originaire de Pennsylvanie et que la maison se trouve dans le Delaware, un peu plus de 2 heures de route. Franchement, pas si mal. La maison est immense, le genre de résidence où toute notre famille élargie, près de 25 personnes, peut se réunir l'été pour s'entasser joyeusement, jouer à des jeux de société et boire jusqu'à en oublier le score. Ces 2 activités sont d'ailleurs à peu près les seules choses qui nous définissent collectivement. Ce n'est pas une maison en bord de mer à proprement parler, mais elle n'en est pas loin non plus. Nichée dans un quartier résidentiel calme, entourée d'herbes hautes et de routes sinueuses, elle respire les vacances paisibles. J'ai pris la route un jour de semaine, un jeudi je crois, en fin d'après-midi, ce qui avec du recul n'était pas une idée très brillante. La route s'est passée sans encombre. À mon arrivée, tout semblait parfaitement normal. J'ai sorti la liste de vérifications laissée par Rick, robinet, disjoncteur, inspection du terrain. Tout était impeccable. Le moindre détail semblait figé dans une paisible torpeur. Et pourtant, l'atmosphère était étrange. J'avais toujours connu cette maison pleine de vie, de bruit, de chaos organisé, la voir silencieuse, vidée de toute présence humaine, sans les rires familiers ni les jeux de cartes abandonnés sur les tables, c'était troublant, presque sinistre. Le silence absolu amplifiait la moindre sensation, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'on les réveille d'un long sommeil. Il se faisait tard. Je déteste conduire de nuit. Je l'ai toujours détesté, alors j'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire que je passerais la nuit ici et que je repartirais au matin. Elle m'a répondu que c'était une sage décision et m'a rappelé de remercier Rick pour m'avoir prêté la maison. Ce que j'ai fait. J'ai préparé un petit dîner rapide, flâné sur mon téléphone, puis pris une douche. Habituellement, lors de nos réunions de famille, je me retrouvais coincé dans une des petites chambres du 3e étage. Les adultes s'appropriaient les chambres les plus spacieuses sans scrupule. Mais là, j'étais seul maître à bord. Alors évidemment, j'ai opté pour la suite principale du 2e étage. Salle de bain privée, dressing gigantesque, lit moelleux comme un nuage. Aucun doute possible. Je me suis glissé sous les draps vers minuit. Le sommeil est venu presque aussitôt. Je ne saurais dire l'heure exacte à laquelle je me suis réveillé, mais je me souviens très précisément de ce qui m'a tiré de mon sommeil. Un bruit sec, discret, comme si quelque chose avait chuté dans le placard du dressing. Encore à moitié endormi, j'ai tourné la tête dans cette direction. Un simple mouvement, pourtant suffisant pour faire s'emballer mon cœur. Mon esprit, lui, était parfaitement éveillé, mais mon corps refusait de bouger.
C'était comme une paralysie du sommeil, mais sans la paralysie réelle. Je pouvais bouger, je ne voulais pas bouger. J'étais figé par la peur. J'ai fermé les yeux et me suis répété en boucle que ce n'était rien, que je devais me rendormir, et j'y étais presque. Quand le bruit est revenu, un sourd thump, étouffé mais distinct, venant du placard. Cette fois, je ne pouvais plus faire semblant. Je rouvris les yeux à moitié, et c'est là que ça a commencé pour de vrai. Je sentais mon corps se raidir, cette fois pour de bon. Je ne pouvais plus bouger. Une vraie paralysie du sommeil, comme je n'en avais jamais vécu. Chaque seconde s'étirait en éternité. Et puis, le placard s'ouvrit lentement, la porte grinça. Une silhouette sombre émergea de l'ombre. Elle se tint immobile, juste là, debout à côté du lit à me regarder. Pas un bruit, pas un geste, juste sa présence. Elle resta là, 20 secondes peut-être, un silence absolu, une tension étouffante. Puis sans un mot, elle fit volte-face et sortit de la pièce. Je ne respirais plus. Mon corps n'avait pas bougé d'un pouce. Mes pensées hurlaient, se bousculaient, cherchant une issue rationnelle à ce cauchemar éveillé. Mais au lieu d'entendre la silhouette descendre les escaliers, je l'ai entendu monter, vers le 3e étage, celui qui n'avait aucune sortie. Mon estomac s'est noué, un étranglement invisible. Si cet homme montait là-haut, il n'aurait aucun endroit où aller. Je me suis convaincu de réagir. J'ai fini par retrouver le contrôle de mon corps, comme on casse une chaîne invisible. Je me suis saisi de mon téléphone et composé le top à 11 et ai chuchoté aussi calmement que possible que quelqu'un était dans la maison. J'ai verrouillé la porte de la chambre, puis attendu. Les minutes s'étiraient comme des heures. J'étais assis sur le bord du lit, les yeux rivés sur la porte verrouillée, le souffle court. Puis enfin, la lumière rouge et bleue des gyrophares traversa les rideaux de la chambre. Une bouffée de soulagement m'envahit si brutalement que j'en eus presque le vertige. Je dévalai les escaliers, ouvris la porte d'entrée d'un geste fébrile et tombai littéralement dans les bras de 2 policiers en uniforme. Sans perdre une seconde, ils pénétrèrent dans la maison, méthodiques, rapides, professionnels. Je restais à l'extérieur, grelottant, bien que la nuit ne soit pas froide. Quelques minutes plus tard, ils revinrent. Rien, aucun signe d'intrusion. Ils prétendaient que personne n'était dans la maison. Je ne pouvais pas y croire. J'avais entendu les pas, j'avais vu l'homme. Il était monté à l'étage et il n'y avait aucune sortie là-haut. Je leur ai expliqué tout ça, encore et encore, mais leur regard sceptique me faisait comprendre qu'ils pensaient que je m'étais trompé, que le stress m'avait joué des tours, mais je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas les laisser partir. J'ai alors appelé mon oncle Rick. Quand il a compris ce qui se passait, il a littéralement explosé au téléphone. « Vous allez remonter et fouiller chaque foutu recoin de cette maison. Mon neveu aurait pu se faire tuer. » Les policiers piqués au vif ont accepté de refaire une inspection. Cette fois, ils m'ont proposé de les accompagner. Nous avons arpenté chaque étage, ouvert chaque placard, regardé sous chaque lit, tapoté les murs comme s'ils pouvaient dissimuler un passage secret. Dans chaque salle de bain, ils ont tiré les rideaux de douche, vérifié les serrures, les fenêtres. Et c'est là qu'ils ont trouvé quelque chose. Une des fenêtres du 3e étage, la chambre dans laquelle je dormais habituellement lors des vacances en famille, était déverrouillée. Un des policiers est resté en poste près de la porte pendant que l'autre descendait sur la terrasse arrière. Je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai suivi dehors. Hors de question de rester enfermé avec un inconnu potentiellement encore présent dans la maison. L'officier a allumé sa lampe torche et a balayé les alentours, Rien sur le sol. Il a levé le faisceau vers le toit. Et là, je l'ai vu, une silhouette accroupie. Sur le toit, mon sang s'est figé. C'était lui, l'homme du placard. Un homme chauve, le regard vide, vêtu de vêtements sales et déchirés. La peau sale, le visage creusé par la crasse et les années. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas vu une douche depuis une éternité. Il ne parlait pas, ne bougeait presque pas. Il regardait le vide, assis là-haut, comme si rien n'avait d'importance. Le reste est un flou total. Les radios des policiers grésillaient, ils se coordonnaient. En quelques minutes, ils l'ont maîtrisé et menotté. Ils m'ont dit plus tard qu'il s'agissait probablement d'un sans-abri, squattant la maison depuis plusieurs jours. Peut-être plus. Quand ils lui ont demandé comment il était entré, depuis combien de temps il était là, et surtout, pourquoi il s'était caché dans le placard, il n'a rien répondu, pas un mot. Juste ce regard, absent, creux, froid. Ils l'ont embarqué dans une voiture de patrouille, comme s'il n'était qu'une anomalie administrative à traiter. Et moi, je suis resté là, sous le porche,
Il affirme que l'accès au toit depuis le sol est impossible. Et si je n'avais pas dormi dans la suite du 2e étage, comme je l'ai fait cette nuit-là, si j'avais dormi dans ma chambre habituelle, au 3e, peut-être qu'il aurait attendu que je sois profondément endormi, peut-être que je ne serais même pas là pour raconter cette histoire. C'était en juillet, en pleine chaleur d'été, quand Mike m'a envoyé un message « T'as envie d'un week-end à la mer? J'ai les clés de la maison. » Aucune hésitation de ma part. J'avais rien de prévu et l'idée de m'échapper, même brièvement, à une plage tranquille, loin de tout, sonnait comme une délivrance. La maison de Mike, c'était un bijou familial, un de ses héritages côtiers, transmis de génération en génération, situé sur la Jersey Shore. C'est une bâtisse ancienne, aux murs chargés d'histoire, que ses grands-parents avaient tenté de transformer en résidence principale. Mais ils étaient morts récemment, laissant la maison vide et silencieuse. Depuis, personne n'y vivait à plein temps. La famille de Mike était éparpillée sur la côte ouest et ses parents n'avaient ni le temps ni l'énergie pour s'en occuper. Autrement dit, Mike avait carte blanche. Ce vendredi-là, j'ai jeté quelques affaires dans un sac, il m'a récupéré en voiture et on a pris la route. On est arrivé vers 18 h. La maison nous attendait, intacte, figée dans le sel et le bois usé, avec cette odeur caractéristique des maisons de plage, un mélange de vieux parquets, de sable et d'humidité marine. Après avoir déposé nos sacs dans les chambres à l'étage, on est sorti prendre un sandwich dans une petite échoppe locale, puis on est allé marcher le long de la plage. Mike avait pris quelques cannes à pêche, histoire de tenter notre chance, mais ce n'était pas vraiment pour pêcher. C'était surtout pour être là, au bord de l'eau, à écouter le ressac et oublier le monde. C'est pendant cette promenade qu'on a croisé 2 filles de notre âge. Pieds nus, cheveux au vent, Mike, fidèle à lui-même, a entamé la conversation sans la moindre hésitation. Elles étaient locales, ou presque. La discussion s'est faite naturellement. Des rires, quelques regards, un flirt léger et sans conséquence. On a échangé nos numéros, puis elles ont repris leur marche pendant qu'on reprenait notre pêche improvisée. C'était le genre de soirée où rien ne presse, où tout respire la tranquillité. Le sable sous les pieds, le vent dans les cheveux, le monde qui ralentit. Le lendemain matin, réveil à 9 h. On s'est motivé pour un petit jogging sur la promenade. Le soleil cognait déjà, mais l'air marin compensait. Rien de sérieux, juste de quoi se sentir vivant après une nuit de farniente. Le reste de la journée s'est évaporé dans une douce oisiveté. Le soir venu, Mike m'a proposé d'aller boire un verre à Seaside, mais on était vidé. Trop de soleil, trop de calme. L'idée d'un bar bondé nous a soudain paru abrutissante. Alors on a choisi le confort du silence. On s'est couché tôt. Et c'est cette nuit-là que tout a basculé. Quelque part après minuit, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant transpercé par un bip strident. Un son sec, répétitif, presque chirurgique là dans sa précision. Comme une alarme, mais pas tout à fait comme une alarme de maison. Ça ressemblait à un détecteur de fumée, en plus aigu, en plus angoissant. Je me suis redressé dans mon lit, aucun signe de fumée, aucun clignotement, rien au 2e étage. J'ai ouvert la porte, réveillé Mike, et ensemble, torse nu, encore engourdi, on a gravi les escaliers vers le 3e étage. Ce niveau de la maison était plongé dans la pénombre, sauf une fine traînée de lumière lunaire filtrant par la fenêtre du couloir. On a allumé les lumières. Rien ne brûlait, pas même une odeur suspecte. Et pourtant, le bruit était là, omniprésent, vrillant nos nerfs. Finalement, dans une chambre d'angle, sous un oreiller, j'ai trouvé l'origine du cauchemar. C'était un petit boîtier noir, de la taille d'un talkie-walk. Sans écran, sans marque, aucun bouton, à part un minuscule interrupteur sur le côté. Un voyant rouge clignotait à son sommet. Par réflexe, je l'ai éteint. Le bip s'est arrêté instantanément. Mike est arrivé dans la chambre au même moment. Il a vu l'objet dans ma main. Nos regards se sont croisés. Aucun de nous ne savait ce que c'était. Aucun de nous ne l'avait déjà vu. Pendant près d'1 heure, on a tenté de deviner ce que c'était. Un vieux détecteur de fumée, un dispositif d'alarme, une caméra audio, rien ne collait. Mike a juré que personne de sa famille n'avait mis les pieds ici depuis des mois. Et je le croyais, mais pourquoi ce bip? Pourquoi maintenant et comment avait-il été activé? Et c'est alors que j'ai eu un frisson dans le dos.
Je me suis saisi de l'appareil, j'ai basculé l'interrupteur d'un coup sec. Bip, je l'ai éteint, le bruit s'est stoppé, et Mike a murmuré « Mon Dieu !» On s'est regardé, blême, il n'y avait qu'une seule façon d'activer ce boîtier, manuellement, ce n'était pas une alarme automatique, quelqu'un l'avait allumé, quelqu'un était dans la maison. Mike a appelé la police, moi j'ai verrouillé la porte et on a barricadé la chambre comme on pouvait. Les minutes ont été interminables. Quand enfin la lumière bleue des gyrophares est apparue, on a foncé vers la porte pour intercepter les agents. Après un rapide briefing, ils ont entamé une fouille complète de la maison. On a attendu dehors, tremblant, et ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce que nous avions imaginé. Tous les volets du 3e étage étaient ouverts. Chaque fenêtre, même celle des salles de bain, les lits retournés, les tiroirs vidés, les objets éparpillés au sol. La pièce où j'avais trouvé l'appareil était sans dessus-dessous, et pourtant quand on y était monté juste avant, tout était rangé. Le cambrioleur avait dû se cacher, nous observer, peut-être même nous écouter. Ils n'ont trouvé aucune trace, pas d'empreinte, pas d'armes, pas de personne. Les policiers ont verrouillé les fenêtres, nous ont dit de rester vigilants et sont repartis, comme si c'était un incident quelconque. Mais Mike et moi savions, on savait que quelqu'un avait été là, peut-être était encore là. On n'a pas dormi cette nuit-là. On a attendu que le soleil se lève pour fuir cette maison, comme si l'aube elle-même pouvait effacer le malaise. Mais certaines choses restent, comme ce boîtier noir sans nom, comme le silence qui l'a entouré. J'avais 22 ans. L'été venait tout juste de s'installer et ma vie suivait un rythme presque parfait, un travail bien payé, aucune charge à payer et le confort de vivre à nouveau dans la maison de mon enfance, entouré de mes souvenirs, de mes repères. Mes journées étaient douces, presque monotones, boulot, café, salle de sport, lecture, téléphone, sommeil. Le week-end, je partais en randonnée, en virée à la campagne, où je faisais une razzia de jeux de société. Rien d'extravagant, rien d'instable. Je n'étais pas de celles qui traînent en club ou se perdent dans l'alcool. J'étais prudente, ancrée. Ma seule vraie folie, c'était ce week-end entre filles que Lindsay, ma meilleure amie de fac, avait organisé dans la maison de plage de sa famille. Lindsay, il faut le dire, venait d'un monde que je ne connaissais pas. Ses parents étaient neurochirurgiens et leur maison secondaire ressemblait plus à une forteresse de verre et de béton ultra-moderne qu'à une résidence de vacances. Nichée dans une crique privée, sur une plage quasi secrète, loin des foules et des touristes, c'était un paradis coupé du monde. Quand nous sommes arrivés, Lindsay, Tia, Sabrina et moi, on aurait dit un quatuor d'âmes en quête de légèreté. Rire, sac de voyage et promesse de détente. Même si la maison comportait assez de chambres pour nous accueillir chacune séparément, on a préféré dormir ensemble dans une pièce pour enfants avec ses 2 lits superposés et sa salle de bain attenante. On voulait retrouver un peu de cette insouciance adolescente, cette complicité naturelle. Le premier soir, on a fait simple, de la musique sur l'enceinte Bluetooth de Sabrina, quelques White Claws bien fraîches et un ciel étoilé à couper le souffle. On s'est installé sur le sable, à quelques mètres de la maison, riant doucement, allongé en écoutant la mer nous bercer. Et puis, on a remarqué une lumière. Loin, très loin sur la plage, quelque chose clignotait. D'abord comme un feu faible, puis comme une lampe torche agitée de gauche à droite. La lumière s'est rapprochée, lentement, tranquillement, et bientôt 3 silhouettes se sont dessinées. Ils avaient l'air jeunes, décontractés, des gars de plage classiques, bronzés, cheveux en bataille, canette à la main. Quand l'un d'eux a crié « Salut !», Théa a répondu avec entrain. Le courant est vite passé, on a échangé quelques plaisanteries, parlé des marées, des meilleurs coins pour nager, ils se sont assis avec nous et rapidement, l'alcool a coulé un peu plus librement. Il n'y avait aucune tension, pas de drague lourde, pas de propos déplacés, juste une soirée estivale douce entre jeunes en quête d'un moment suspendu. Puis ils nous ont proposé de continuer la soirée chez eux. J'étais fatigué et honnêtement, je n'avais pas envie de les suivre. Mais Théa et Sabrina, elles étaient partantes et je savais à quel point Théa surtout adorait l'adrénaline de l'inconnu. C'était dans sa nature, une étoile filante. J'ai donc pris la décision de rentrer seul pendant que les 3 autres partaient avec les garçons. Je suis rentré à la maison, me suis lavé et je me suis couché. Vers 3 heures du matin,
Mon téléphone a sonné. FaceTime de Lindsay. Je me suis redressé, encore engourdi, et j'ai décroché. Sa voix a explosé dans le silence. Théa et Sabrina ont été enlevées. Prends la voiture, maintenant. Un frisson glacial m'a traversé de part en part. Ma respiration est devenue saccadée, mes mains tremblaient. Je me suis habillé en quelques secondes et dévalé les escaliers, ouvert le portail électrique et récupéré les clés de la voiture de Lindsay. Elle me guidait à distance, en direct. Sa voix me maintenait dans le réel. Elle m'a expliqué qu'ils s'étaient tous séparés pour aller se coucher et qu'en retournant récupérer son sac oublié, elle avait vu les 3 hommes forcer Théa et Sabrina dans le coffre d'un SUV avant de prendre la fuite. J'ai dévalé la route, les pneus criant sous la vitesse. Il n'y avait personne, aucune voiture, juste cette course contre le temps. Finalement, j'ai repéré le SUV, roulant lentement à l'horizon. J'ai raccroché Lindsay, appelé la police et donné la position exacte. La dispatch m'a ordonné de rester à distance pour ne pas alerter les ravisseurs. J'ai obéi, mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait percer ma poitrine. Puis les gyrophares. Les policiers ont surgi de nulle part, encerclant le SUV. Les hommes n'ont pas résisté. Ils ont été sortis du véhicule à bout de bras, menottés, plaqués au sol. Et quand un officier a ouvert le coffre du SUV, il a trouvé Théa et Sabrina, ligotées, couvertes de bleu, terrorisées. Le choc a été total. La police nous a expliqué que les ravisseurs occupaient une maison qui ne leur appartenait même pas. Elle était à un couple de retraités partis en Europe. Lindsay, Théa et Sabrina ont dû passer par des semaines d'interrogatoires, de témoignages, de soins. Théa et Sabrina ont refusé de raconter les détails. Je ne leur en veux pas. Les parents de Théa, tous 2 avocats, ont tout fait pour éviter que l'affaire ne fuite publiquement, faire condamner les ravisseurs au maximum légal. Ils ont réussi, les hommes ont été incarcérés pour de nombreuses années. Mais aucune peine ne réparera ce qu'ils ont fait vivre à mes amis. Moi, j'ai mis des années à m'en remettre. Je ne sortais plus seul. Je fuyais les plages, j'évitais les inconnus, mais je suis revenu, lentement, grâce à elle, grâce à notre lien. Et parfois, quand je ferme les yeux, je repense à cette lampe torche au loin, ce petit détail qui a tout déclenché. Ce qui est arrivé à ces jeunes aurait pu arriver à n'importe qui. Une maison familiale, une nuit sans histoire, une balade sur la plage, et pourtant le réel a glissé. La silhouette dans l'ombre, le boîtier qui n'aurait jamais dû être là, la voix paniquée au téléphone, ces détails restent parce qu'ils sont trop proches de nous pour qu'on les ignore. Si ces histoires vous ont fait frissonner, partagez-les et surtout abonnez-vous à Nuit d'horreur pour d'autres récits réels, déformés par la peur, magnifiés par l'imaginaire. Car parfois, la plus grande terreur, c'est de découvrir que ce qu'on pensait impossible était déjà là.